Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis de Canal Martinique Télévision, chers amis de LCL, vous qui nous regardez sur kmttélévision.com, vous qui nous écoutez sur FM+, 88.9, vous qui nous regardez à La Réunion, qui nous regardez également à Mayotte, en Guadeloupe, en Guyane, en France, et bien entendu en Martinique, bonsoir et bienvenue dans ce 100% politique. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Marie-Laurence Delors. Marie-Laurence Delors sera candidate aux élections municipales, oui, je vais loin, législatives, non, municipales pour le centre. Elle est donc candidate aux élections municipales à Fort-de-France. Vous êtes à la tête d'un parti politique. Comment allez-vous, madame? Bien, bonjour, bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, merci à monsieur Laouché pour cette invitation à 100% politique. Donc, j'ai bien dit entente citoyenne, et donc ce n'est pas un parti. C'est une entente, c'est un mouvement, c'est une dynamique de gens, de personnes, de femmes et d'hommes qui ont décidé de faire quelque chose pour cette ville qui est Fort-de-France. Donc, c'est une structure qui s'est mise en place à l'occasion des municipales. Alors, je présente Entente citoyenne. C'est une association qui a sa durée de vie depuis plusieurs mois et il y a vraiment des gens qui, pendant toutes ces 6 ans, ces 6 années qui viennent de s'écouler, se sont retrouvés de façon permanente pour analyser la situation de Fort-de-France, de la Martinique, et j'ai eu l'occasion, personnellement, de m'exprimer en tant que spectatrice avisée, engagée sur cette réalité martiniquaise. Et je dis spectatrice parce que, à la fois, il fallait mêler l'étude de la situation ainsi que la pratique. Cette pratique, je l'ai exercée au sein de nombreuses associations. Autrement dit, Entente citoyenne Martinique existe depuis 6 ans. Son embryon existe depuis 6 ans, oui. D'accord. Et donc, vous habitez où? J'habite Balata, le poumon vert de Fort-de-France. Donc, c'est c'est un quartier extraordinaire, riche de toute sa diversité, à la fois culturelle, à la fois, je dirais, sociale, sociologique. Et donc, mes enfants ont été à l'école de Balata, au collège de Balata. Et donc, pour moi, j'ai beaucoup d'affection pour ce quartier et pour les gens qui y habitent. Vous êtes né à Balata? Je suis née à Fort-de-France. À la Pointe des Nègres. À la Pointe des Nègres. Voilà. Et vous avez l'air de beaucoup aimer ce quartier, Balata, ce poumon vert. Oui. Et je dirais que je suis une grande marcheuse, comme disent beaucoup. Et donc, chaque fois, je ne cesse de découvrir des choses nouvelles sur ce parcours régulier que j'agrémente parfois de différentes manières. Et donc, je rencontre des gens, les gens me rencontrent et me disent, eh bien, ou qu'à marcher jeudi, ou bien, nous pas voir aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est mon lieu de ressourcement et mon lieu de vie. Et donc, je salue toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et qui habitent le secteur. Et j'ai eu l'occasion de les saluer beaucoup quand je fais des émissions littéraires sur d'autres stations. D'accord. Malheureusement, il se trouve que j'habite Renéville. Ouais. J'ai pas beaucoup de chance alors. Donc, oui, eh bien oui. Renéville a beaucoup de chance. Vous savez pourquoi Renéville a beaucoup de chance? Parce que samedi, j'y étais. Samedi, j'étais avec mes colistiers, notamment Charlie et Sylviane. Nous avons fait le secteur et il y a une remontée sur cette rue René Marron qui a été refaite très bien. Mais les ralentisseurs ne sont pas
présent. Et donc, c'est comme une autoroute. Donc, les automobilistes, ils sont à 60, 70, 80. Et les cyclomoteurs et les motos se donnent à cœur joie au détriment de la tranquillité et de la sécurité, puisqu'il y a une école. Georges Steff, conseiller municipal, 45 ans de la municipalité dans laquelle nous sommes. Et donc, par conséquent, ces habitants m'ont dit, eh bien, parlez de nous, parlez Tibrin de nous. Eh bien, mon cas dit autres, eh bien, m'ont dit que faut que nous autres ni les 2 ralentisseurs qui disparaissent. Vous avez vu les filles Salvin Oui, aussi. J'ai vu d'autres personnes dont je tairai les noms pour ne pas les gêner. Est-ce que vous avez vu la rue Loca? Aussi. J'ai vu aussi tous ces gens sur l'avenue Maurice Bishop qui, pendant toutes ces exactions, ont beaucoup souffert. Et ces gens-là se disent aujourd'hui, eh bien, il faut que notre quartier redevienne un quartier de paix, de bien vivre. Et ça, c'est important pour nous. Et sécuriser parce que la sécurité, c'est l'une des attributions partagées du maire. Autrement dit, le maire est officier de police judiciaire, c'est-à-dire qu'il peut constater des infractions. Il a aussi les pouvoirs de police générale, la tranquillité. Quand on fait trop de bruit, les pétarades, etc. La question de la salubrité, quand il y a une prolifération de rats, c'est de la compétence. Ça, c'est la police administrative. Et aussi la sécurité publique, à savoir que près des écoles, eh bien, c'est le maire qui doit régler les problèmes de débit de boissons. Parce que vous avez des débits de boissons, le maire peut donner l'autorisation, le préfet précise l'ouverture et la fermeture de ces débits de boissons sur le territoire de la ville. Vous faites quoi dans la vie? Eh bien, on va dire que j'ai étudié la philosophie et j'ai enseigné jusqu'à septembre 2025. Voilà. Et je suis fière de dire que j'ai permis à plus de 5000 élèves d'avoir une vision de leur propre vie, de les aider à l'orientation et aussi pour leur vie professionnelle, mais aussi leur vie tout court. Et donc, je leur dis merci parce que vous m'avez beaucoup appris. Et même si je ne suis plus enseignante, mais en fait, je suis l'héritière de toute cette génération d'enseignants qui nous ont façonnés, qui nous ont appris la fierté d'être martiniquais, le désir de responsabilité nationale. Donc, et je veux saluer Guy Cabor-Masson parce que j'ai beaucoup appris, jeune militante et aussi jeune enseignante à la MEP. Il n'avait pas peur de nous traiter d'égal à égal malgré notre différence d'âge. Donc, il nous respectait. Donc, merci Guy Cabor-Masson et merci à Daniel Sébar. Vous êtes maman? Tout à fait. Oui, et fière de l'être. J'ai 2 filles et je dirais qu'elles me soutiennent. Elles me soutiennent, je dirais, dans ma démarche et je suis fière de leur réussite et de leur autonomie. C'est-à-dire que la plus grande réussite que les parents peuvent avoir, c'est pas seulement la réussite professionnelle, c'est la réussite concernant les valeurs morales. Je pense que j'ai pu transmettre à mes enfants le sens de l'honnêteté. Et pourquoi j'ai pu le transmettre? Parce que mon père, c'était l'une de ses valeurs, l'honnêteté.
Et combien de fois ma fille revenait de classe qui me disait que « Maman, il y a des élèves qui copient. » J'ai dit « Mais dis ça au prof. » Elle me dit « Mais non, mais on va me stigmatiser. » Je le dis au prof, oui ou non? Elle me dit non. Ben oui, c'était ça aussi. Savoir que parfois, il y a de la frustration. Mais on est toujours content de transmettre des valeurs d'honnêteté, de parler vrai. Et donc, d'éviter le mensonge. Vous êtes 2 fois maman, donc est-ce que vous êtes grand-mère et combien de fois? Non, pas encore. Pas encore. Pas parce que, bon, mes enfants ne veulent pas, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour un certain nombre de jeunes femmes. Il ne faut pas croire que c'est aussi facile. Et donc, même si en Martinique, il y a 2300 avortements, il y a quand même beaucoup de jeunes femmes qui tentent et qui attendent, c'est vrai, d'avoir des enfants. D'accord? Donc, je leur dis, bon courage et puis ne perdez jamais espoir. On fait des enfants à tout âge, maintenant, grâce à la science. Est-ce que vous auriez aimé être grand-mère? Pourquoi pas? Je ne refuserai pas. Je vous dirai que ça me ferait plaisir. D'accord? Mais enfin, je vois les enfants, les petits-enfants de mes amis, et moi, ça me convient pour le moment. Si vous aviez été grand-mère, est-ce que vous seriez autant impliquée que vous l'êtes dans le débat politique? Oui, parce que les enfants de mes enfants, d'abord, ce sont leurs enfants. Je ne serai que leur grand-mère. Je ne peux pas remplacer les parents. Les grands-parents sont là pour chérir. Ils vont vous permettre de faire ce que maman, papa ne permet pas, parce que les parents fixent les règles. C'est leur, on va dire, c'est leur choix. Il ne faut jamais oublier qu'on fait des enfants sans leur demander leur consentement. Et donc, par conséquent, les parents fixent la règle. Les grands-parents sont là pour chérir et puis transmettre des valeurs aussi. Vous vous intéressez à la politique depuis combien de temps? Ben, je dis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique quand j'avais 15 ans. Parce que mon père, il était militant du PPM, d'Aimé Césaire à l'époque. Et donc, on a toujours parlé politique à la maison. D'accord? Toujours parlé de politique. Et mon père, très démocrate, il nous a jamais demandé d'adhérer à son parti. Et donc, à 18 ans, j'ai commencé à militer à la GEM. Et j'ai connu... Excusez-moi. Oui? La GEM, c'est quoi? Association Générale des étudiants martiniquais. Dans quelle ville? Vous étiez dans quelle ville? Dans la ville de, on va dire, Antony. J'étais à Antony, mais j'ai étudié à la Sorbonne. D'accord? Donc, mais il y avait une vitalité culturelle à Fort-de-France et il y avait ces librairies comme Léonidas où vous pouviez trouver toutes sortes de petits journaux. Et c'est comme ça que j'ai découvert le journal de Guy Cabot-Masson qui parlait de culture. On pouvait aller au parc floral, voir tout ce qu'il y a comme Bel Air le samedi après-midi quand je sortais chez les scouts et les guides de France. Donc, il y avait de l'animation. Je dirais gratuite et puis riche. Riche parce qu'on ne vous demandait rien d'autre que d'entrer, on ne vous demandait pas qui vous êtes, etc. Bon, il y avait une grande liberté. Je ne sais pas si aujourd'hui, nos jeunes ont autant de liberté. Ce qui caractérise le combat de Guy Cabot-Masson, en tout cas c'est un de ses premiers combats, c'est donc l'AMEP qui se caractérisait par le fait de promouvoir le créole, d'enseigner en créole, d'être une école où on parle le créole. Ouais. Est-ce que c'était pertinent à votre avis? Oui, oui, ça a été pertinent. Ça a permis de beaucoup de familles, et là, je salue mes collègues de la MEP parce que j'ai fait au moins plus d'une vingtaine d'années à la MEP. Et donc, j'ai eu des élèves comme Céline Flériag et autres élèves, d'accord, mais on a bâti des choses ensemble. Et on a du respect mutuel. Mes anciens élèves ont beaucoup de respect
pour ma personne et j'ai beaucoup de respect pour leur propre personne aussi. Et je leur dis merci pour ce que vous m'avez apporté. Toi, vous ne répondez pas à ma question. Oui. Ma question était que, est-ce qu'il était pertinent de promouvoir le créole comme langue dans une école, comme langue principale? Alors, je réponds maintenant à la question parce que finalement, qu'est-ce que le créole sinon qu'une langue, un élément essentiel de la culture? C'est un des marqueurs culturels importants de notre pays. Et moi, je crois que tous les militants de cette époque ont apporté leur pierre à l'édifice. Connaissance de notre histoire, connaissance de notre langue. Mais aujourd'hui, un des marqueurs culturels sur lequel il faut qu'on travaille, c'est la question des traditions culinaires. D'accord? Notre mode d'alimentation. Il faut qu'on travaille dessus parce que toutes ces restaurations rapides font disparaître nos modes de consommation qui nous permettaient de rester vigoureux et de ne pas tomber dans des addictions au sucre et autres choses néfastes pour la santé. Ok. Votre papa, selon je vous demandais ça, il est décédé à quel âge? Eh bien, il est décédé à 88 ans. Et brutalement. Et votre maman? D'accord. Eh bien, ça fait 1 an. Elle avait des, on va dire, un déclin cognitif, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots, d'accord? Mais c'était toujours ma mère et je dirais que même avec ce déclin cognitif qu'il avait rendu dépendante, sa mort a été une grande perte pour moi. C'est parce que vous parliez de la nourriture de nos ancêtres, de nos anciens, etc. Est-ce que vous pensez que nos anciens vivaient mieux, en meilleure santé et surtout plus âgés que nous? Je dirais qu'aujourd'hui, on a de nombreux centenaires en Martinique. Et j'ai visité justement à Renéville, Madame Louiset, qui est proche d'être centenaire, 98 ans. Et donc, son fils qui lui donnait son goûter, il disait, bon, eh bien, voilà pourquoi. Elle avait, cette dame, un appétit de vivre. J'ai dit, c'est un exemple pour les jeunes générations. C'est une leçon d'optimisme. Et donc, nous avons la possibilité, et là, encore aujourd'hui, nous avons des dizaines, des centaines de centenaires qu'il faut honorer, justement. Malgré notre nourriture. Malgré notre nourriture. Donc elle est pas si mauvaise que ça, finalement. Oui, mais il faut qu'elle soit de moins en moins mauvaise. C'est pourquoi il faut développer les jardins partagés. Il faut développer notre alimentation diversifiée. Il faut faire connaître à nos enfants, à nos petits-enfants. Rien n'est perdu. Nous revenons à Fort-de-France, si vous le voulez bien. Vous êtes dans un quartier de Fort-de-France. Tout à fait. Il y a des maisons autour de vous. Et puis, pour une raison ou pour une autre, ces maisons ne sont pas occupées. Ces maisons tombent en ruine. Ces maisons sont des véritables catastrophes, tant sur le plan sanitaire, avec des rats qui viennent, et que sur le plan esthétique, c'est extrêmement laid. Et donc, si vous êtes à Arony, vous avez vu ce que sont en train de faire Charlie, justement, tous ses amis, la rue Salvin, là. Ouais. Eh bien, tout ça est foutu en l'air par le fait qu'il y a quelques vieilles maisons là, qui sont là. Personne n'y vient jamais. Et ça donne au quartier un air dramatique, quoi. Qu'est-ce que vous comptez faire contre ça? Tout d'abord, il faut dire qu'il faut une vision globale pour la ville. C'est-à-dire que, premièrement, quelles sont nos priorités? Je répondrai à votre question. Les priorités, je crois, au niveau de l'entente, la priorité des priorités, c'est faire que cette ville soit apaisée, soit paisible. Et pour ça, il faut nécessairement participer à ce vivre ensemble et les gens demandent pour une grande majorité la paix.
La paix, c'est d'abord la sécurité. La sécurité, c'est d'abord pouvoir traverser sans être happé par une voiture à l'intérieur du quartier. C'est pas possible. Donc, mettre des ralentisseurs là où il faut. D'accord? Assurer la sécurité sur les voies du TCSP, l'avenue Maurice Bishop. Faire que dans les familles, qu'il y ait beaucoup plus d'entente. Aider des familles fragilisées. Et il faut saluer le travail que mène l'ADA Fayet depuis 60 ans auprès des familles. C'est-à-dire que voilà une association, parmi les rares associations, cette association a des personnels habilités à rentrer dans les familles, à gagner leur confiance et à travailler pendant le temps qu'il faut auprès de ces familles. Eh bien ça, il faut conforter ça. Il faut conforter ça. À partir de ça, la question de la sécurité des habitations délaissées. Je pense qu'il y a eu des avancées concernant un certain nombre, on va dire une loi, les chimies, qui a permis de sortir en partie de l'indivision. Mais il faut aller plus loin, d'accord? Faire que les successions se fassent, parce que c'est parce qu'on est dans l'indivision à cause des désaccords familiaux importants. D'accord? Donc, il faut faciliter, il faut qu'il y ait beaucoup plus on va dire, d'associations de médiation pour qu'on puisse arriver, parce que rien ne se fera sans médiation. D'accord? Donc, il faut que ces médiations se fassent dès le départ. Mais pour ça, il faut d'abord tarir à la source, c'est-à-dire que faire que les donations et le partage se fassent avant. Parce que si ça ne se fait pas avant le décès des parents, ça pose problème. Je pense qu'il faut qu'on aille vers cette situation. C'est pas parce qu'on cède et qu'on garde l'usufruit de sa maison qu'on est dépossédé. Je pense que c'est positif pour la fratrie qui peut conserver une entente après le décès des parents. Je crois que c'est la responsabilité de chacun, surtout quand il y a des biens, parce qu'il faut dire que ce ne sont pas toutes les familles qui peuvent transmettre des biens, mais toutes les familles peuvent transmettre des valeurs. Et ça, nous sommes à égalité. D'accord. Est-ce que si vous êtes maire de Fort-de-France et vous voyez quelques maisons abandonnées qui, de toute évidence, sont un véritable danger pour les voisins, pour tout le monde, est-ce que vous pourriez décider de détruire ces maisons après avoir fait estimer leur valeur au jour où vous les détruisez? Vous faites estimer leur valeur, voilà, c'est une maison qui vaut tant, vous la faites détruire et vous assainissez l'endroit. Est-ce que vous êtes prête à faire ça? Il faut le faire en respectant la réglementation et en respectant surtout aussi, je dirais, les propriétaires qui sont dans l'indivision. Qu'est-ce que vous voulez? Parce que plus on reste longtemps dans l'indivision, plus ça revient cher de régler l'indivision. Et très souvent, on arrive à renoncer. Donc, quand il y a un renoncement à faire valoir ses droits de propriétaire, il faut absolument qu'il y ait une enquête précise qui se fasse avant que la mairie puisse mettre un droit de préemption et je dirais que ce bien, non pas revienne au maire, parce que le bien ne revient pas au maire, mais on revient à la collectivité, d'accord? Parce qu'on a tendance à voir le maire tout seul. Le maire ne peut rien sans une équipe. S'il n'y a pas d'équipe, le maire ne peut pas se diviser en 150 et 160 quartiers, c'est pas possible. Autrement dit, il faut que les conseillers municipaux soient l'oreille et le bras du maire. Parce qu'un maire, c'est pas un Zorro, ni un maire, ni une mairesse. Donc, il faut que chacun
puisque je rappelle que les adjoints ont les mêmes pouvoirs que le maire. Police administrative, ils ont ça. Ils ont un pouvoir de signature aussi, d'accord, électronique ou sur place, d'accord. Donc, ils ne sont pas quand même sans pouvoir. Il ne faut pas être adjoint comme ça. On n'est pas adjoint pour faire bien sur une carte de visite. Être adjoint, c'est avoir des responsabilités. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, faire une campagne, c'est dur. Mais l'essentiel, c'est après l'élection. C'est ça. Le véritable travail commence après l'élection. C'est pourquoi, dans mes démarches auprès de la population, ceux qui font partie et qui font partie de ma liste, je les présente déjà pour les futurs conseillers, d'accord, aux gens du quartier. Donc, je n'attends pas, parce que beaucoup de maires et de jeunes maires, les colistiers ne savent même pas s'ils seront sur la liste ou pas. C'est pas normal. Et pourtant, ce sont des jeunes maires. Hein. Je ne vais pas citer. D'accord. J'ai bien compris que le seul quartier de Fort-de-France qui vous plaisait, c'était Balata, le poumon vert de la ville. Mais s'il vous arrive quand même de temps en temps de descendre à Fort-de-France. Alors, au centre-ville, je veux dire. Oui, j'ai bien compris. Bonne question. Je suis une habituée de Fort-de-France. En fait, sur le marché de Fort-de-France, me donnez l'occasion et je vous remercie. D'accord? Les petites marchandes de Fort-de-France qui viennent d'un peu partout de notre belle île, toutes ces marchandes font la richesse de ces marchés. Donc, je suis une habituée des marchés et quand j'étais conseillère municipale de l'opposition, j'avais eu des sollicitations des marchandes pour faire que ce marché du parc floral sorte de l'insalubrité. Mais faute de relais, n'est-ce pas, ce marché est resté à son emplacement provisoire. Il est resté à son emplacement provisoire alors que le maire avait, à l'époque, je parle de la première mandature, avait dit, eh bien, on interroge les petites marchandes et on va aménager le marché du côté du canal Le Vassor. Eh bien, force est de constater que nous sommes au même endroit. C'est vrai que le marché qui se trouve sur le boulevard Général de Gaulle, n'est-ce pas, il a été fermé. Mais quand vous regardez, pas de toiture, que des bâches, d'accord, pas d'aménagement sérieux. Donc, je pense qu'il faut régler le problème vraiment des marchés. Deuxièmement, la question des ordures ménagères au centre-ville. Il faut absolument aujourd'hui s'assurer que chaque foyer à lait ait son bac. Et vraiment retirer les emplacements, les supprimer, les emplacements où vous pouvez mettre des encombrants, tout ça, non. Au contraire, vous avez des gens qui ont des poubelles individuelles et qui ne mettent pas dans la poubelle individuelle et viennent dans la poubelle collective. Et c'est pareil pour les quartiers. Eh bien, remplacés par des bacs où on pourrait mettre, on va dire des herbes aromatiques, comme c'est le cas, n'est-ce pas, en face de la mairie de Fort-de-France. Il y a un petit espace vert entretenu. Le seul, malheureusement, eh bien, il faut que ce soit multiplié, justement. Et ça, j'estime que c'est une respiration verte sur le centre-ville. Parce que ce centre-ville, il est magnifique quand vous le regardez de haut. Il y a une architecture magnifique. Simplement, quand vous regardez en bas, eh bien voilà. C'est la saleté, c'est la promiscuité de rats. Il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. C'est possible. Plus la ville est petite, plus on peut le faire plus rapidement. D'accord? Ça, c'est dans le possible. C'est pourquoi notre slogan, c'est agir pour faire le possible ensemble en respectant la diversité culturelle, sociologique et
logique de nos quartiers. Donc vous allez de temps en temps au centre-ville. Est-ce que lorsque... Tous les samedis. Tous les samedis? Ah oui, tous les samedis, je suis au marché. Donc, c'est 6 heures, moins le quart, je suis au marché. Je vous donne rendez-vous, monsieur Laouché. Non, c'est impossible. Je suis déjà marié, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Donc, ce que je veux dire, c'est que non, là, vous allez au marché. Ah oui, je fais au marché. D'accord, mais je vous parle du centre-ville. Oui. Il n'y a pas que le marché au centre-ville. Oui, mais je question... fais mes courses au centre-ville, d'accord. J'ai mes commerçants, j'ai mes restauratrices au centre-ville, et donc, qui m'attendent. Il y en a une, j'ai dit que je passe, qui m'a dit, bon, eh bien voilà, il y a la problématique de l'errance. Bon, quand est-ce que je te vois? Je lui dis, je serai là. Mais c'est exactement ça. Je veux dire, est-ce que vous avez l'impression, vous, femme, n'ayant jamais fait de judo et de karaté, j'imagine, donc vous êtes une femme relativement... je fais du sport. D'accord, vous ne savez pas vous battre spécialement, vous n'êtes pas le revolver non plus. Bref. Se battre, c'est pas avec un revolver, hein. D'accord. On se bat avec des mots, on se bat avec la pédagogie, c'est ça. Alors avec notre première arme, c'est l'écriture, c'est la parole. Donc les armes, faire que la parole soit vraie, c'est ça, mon arme. Ma question, c'est que quand vous allez à Fort-de-France un après-midi, mettons, ailleurs qu'au marché, est-ce que vous avez l'impression de ne pas être en sécurité? Est-ce que vous avez l'impression d'être en danger à Fort-de-France un mardi après-midi à 17h dans les rues de Fort-de-France? Vous savez une chose, lors de, je vais dire, il y a eu une foire de Noël. Donc, j'étais avec des jeunes femmes. Et donc, je leur dis, bon, ben, comme le marché de Noël, c'était toute la soirée. Et jusqu'au lendemain, il y avait des ritournelles. C'était un festival de cantiques, très bien. Elles me disent, bon, ces jeunes femmes, oui, mais tu sais, je crains. Je dis, d'accord, mais on est ensemble. Parce que craindre, c'est, par exemple, être interpellé. Parce que ce qui pourrait passer pour quelque chose de naturel il y a 20 ans peut être considéré aujourd'hui comme une agression. Quand vous dites non à une interpellation, par exemple, de quelqu'un qui est plutôt pressant, ça peut. Et c'est vécu comme une agression. Puisque vous avez dit non et la personne vous poursuit. Vous ne savez pas. Et donc, c'est normal que vous puissiez vous sentir en insécurité. D'accord? Donc, il ne faut pas dire que il y a, je dirais, cette insécurité, c'est uniquement du sentiment. C'est une question qui se vit dans le corps. C'est quelque chose qui a à voir avec la sécurité physique. Quand vous ne savez pas comment traverser, et quand vous traversez, comme ça s'est passé pour cette dame et ce monsieur, puisqu'il y a eu 2 morts sur le trajet du TCSP, pour moi, vous êtes en insécurité. Et donc, cette insécurité-là, il faut mettre un terme à ça. Et c'est possible. Attendez. Quand je parle d'insécurité, c'est de véritable agression, quoi. C'est quelqu'un qui va vous agresser pour prendre votre sac, pour prendre votre collier. Il y a des vols. Est-ce que ça vous fait peur quand vous êtes à Fort-de-France? Est-ce que si on vous dit, dans la Caraïbe, là, on vient chercher une ville insécure... Vous savez, je vais vous donner un exemple, hein, le mien. Je sortais une fois en réunion et donc j'ai pris ma voiture. Et donc, par conséquent, il y a une moto qui arrivait, donc, et comme il a trouvé que je ne devais pas sortir, que je devais, d'accord, alors qu'il était à 100 mètres plus loin, d'accord, il a commencé à klaxonner, d'accord, il était plus de 20 heures, d'accord. Et donc, par conséquent, il m'a poursuivi à l'intérieur de la ville, d'accord, m'arrêtant à la station. Je fumais à l'époque, ils avaient un bidon d'essence qu'ils ont versé sur ma voiture. Donc voilà. Donc, si on n'a pas peur, si on n'est pas, non.
Il faut arrêter de croire que c'est un sentiment. Voilà. Donc, je dis que oui, qu'il y a de l'insécurité. Voilà. D'accord. Vous avez parlé de marché au parc floral. C'est où? C'est où le parc floral? On va dire que c'est en face du cimetière. C'est le marché Maxencé, d'accord? OK, donc on va dire que ce marché, il est le lieu de rencontre populaire. Et la sécurité voudrait qu'on puisse traverser à 6 heures du matin. Eh bien, je vois des papis et des mamies qui ont du mal à traverser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de feu. Il y a un carrefour, et ça fait des mois que c'est comme ça, d'accord? Les voitures, même à 6 heures, les voitures roulent à tombeau ouvert alors que vous avez un passage protégé. Donc, vous avez beau vous mettre, il faut forcer le passage. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc, ça, c'est la responsabilité de la ville, de faire que ces feux fonctionnent. Ça s'appelle Parc Floral ou Parc Aimé Césaire? Le parc Aimé Césaire. Et pourquoi vous dites Parc Floral? Oui, parce que c'est vous êtes anciennement. Une femme du passé. Voilà. Ah non, vous êtes une femme du passé. Je suis une femme du passé pour mieux me projeter dans le futur. Je suis au carrefour du passé et du futur, Monsieur Larouchi. Voilà. Parce qu'on ne naît pas de rien, d'accord? On est toujours l'héritier de. Eh bien, voilà. Eh bien, justement, vous me donnez l'occasion, si parmi 2 réalisations que je tiendrai, ce sont d'abord ces 2 choses-là. Un musée de quoi? De la ville de Fort-de-France, de son passé. Ce musée-là, c'est possible. Ce musée-là. Ensuite, qu'il y ait notre station thermale de Balata. Le projet est là. Je rappelle que le forage qui va se faire, les fonds étaient déjà présents, ces fonds-là, disponibles, mais non utilisés depuis 2017. La majorité de Marie-Jeanne les avait votés. D'accord. Qu'on puisse maintenant, 9 ans après, le faire, très bien, d'accord. Il n'empêche que ce projet dépend à la fois de la CTM, puisque c'est Absalon, c'est la CTM. Le camp de Balata, c'est la mairie. Il y a un bail depuis en 2014. Il y a un projet, ça fait 8 ans, le bail. Eh bien, j'espère que monsieur Didier Laguerre va signer le bail avant l'élection. Voilà, ça me ferait plaisir. Et ça ferait plaisir aux jeunes Balata. C'est difficile d'arriver jusqu'à Balata, la chose thermale. Ça monte et ça tourne beaucoup. Hein. Oui, mais c'est pas... Vous savez, je suis allée en Corse, je peux vous dire que des routes qui serpentent, non, vraiment... On n'est rien à côté. Oui, je peux vous dire ça. Non, mais... C'est un lieu escarpé, oui, mais c'est pas un lieu... Est-ce que c'est un handicap, à votre avis? Non, c'est pas un handicap. On a justement les jardins de Balata, on a la Villa Rimbaud. Moi, je pense qu'il faut considérer le développement économique et l'aspect attractif et attrayant de la ville, il faut le considérer par zone et par couronne, d'accord? Donc, et en tenant compte des spécificités de chacune des couronnes de Fort-de-France. Et ça, c'est important. Donc, par conséquent, je pense qu'on peut faire ça. J'ai dit 1, c'est ça. 2, là, je pense qu'il faut vraiment réhabiliter la maison d'Aimé Césaire. On ne peut pas laisser de la même façon qu'à Saint-Pierre, qu'on a fait un beau musée. Eh bien, cherchons les fonds, cherchons les gens qui veulent faire vraiment un véritable musée Aimé Césaire avec son habitation. Cessons de laisser la banderole qui, mangée par le soleil, qu'on change, on va dire tous les 2 ans, 3 ans, etc. Non, c'est pas à la hauteur de celui qui
à participer à la fabrication de ce que nous sommes avec d'autres. Oui. Donc, et c'est pas de trop qu'on puisse mettre l'ensemble des Martiniquais. Sans exclusive. Il y a toutes les communautés. Et nous, notre liste, on veut que notre liste soit représentative de toutes les communautés qui font cette richesse de Fort-de-France. Je veux parler à la fois des Haïtiens, des Dominicaines et des 50 nationalités présentes sur ce territoire. Il faut y aller. Ceux-là, il faut leur dire merci du dynamisme que vous apportez à la ville. D'accord. Lorsqu'on passe devant l'assise, oui. En sortant de l'Ermitage, par exemple, on passe devant l'assise. On arrive sur le canal de Vassor, donc la rive gauche du canal de Vassor. C'est juste à côté du marché dont vous parliez tout à l'heure. Oui, marché Maxencé, oui. Maxencé. Juste derrière la poissonnerie, finalement. Oui. Récemment, un SDF a été tué par un autre SDF à cet endroit. Et si vous passez là souvent, vous voyez que là, il y a facilement une vingtaine, une trentaine tout de à SDF. fait. Oui. Donc l'insécurité à Fort-de-France provient souvent, me semble-t-il en tout cas, de la présence de nombreux SDF. Est-ce que je me trompe en disant ça? Donc, première chose, la problématique de l'errance, il y a eu une étude de l'Observatoire de la santé qui date de 2023 sur la question de l'errance à Fort-de-France. Et il faut saluer ce travail-là, premièrement. Deuxièmement, il faut dire qu'il n'y a pas l'insécurité n'est pas liée à l'errance. Je dirais les personnes qui sont sans abri, parce qu'il y a plusieurs facteurs, d'accord? Le véritable facteur de l'errance, c'est le problème de la précarité. Le problème de la précarité dans notre ville. Pourquoi? Parce que Fort-de-France, par rapport à la moyenne martiniquaise qui est de 26%, Fort-de-France, c'est 28% de population, on va dire, qui vivent au-dessus du seuil de pauvreté. Au-dessous, merci, du seuil de pauvreté. Et ça, c'est un véritable défi que la ville a relevé. Et cette précarité-là, on doit mettre de plus en plus des structures relais pour permettre aux familles de régler les problèmes, on va dire, de loyer, d'accès aux soins. Parce que quand l'accès aux soins est aussi problématique et aussi loin pour un certain nombre de personnes, eh bien, on va renforcer ceux qui seront hors de leur domicile, exclus de leur domicile. Ils sont forcés de l'être. Et je voudrais quand même saluer les associations qui font de leur mieux. Moi qui travaille dans des associations, d'accord, qui distribuent des repas tous les 15 jours, d'accord, le Fourneau que je connais bien, d'accord. Toutes ces associations-là, il faut saluer le travail de ces bénévoles et ces gens qui arrivent et qui disent, à Noël par exemple, il y en a un qui a dit, mais vous êtes, les associations, vous êtes les rayons de soleil de la ville de Fort-de-France. Et donc ça m'a vraiment touché que cette personne puisse dire ça. Et justement, c'est de plus en plus, ces associations sont fragilisées parce qu'il leur faut de personnel qualifié pour monter les dossiers, parce que quand vous recevez de l'argent des collectivités, il faut un budget. Et il faut préparer ce budget, il y a des contrôles. Et c'est encore des bénévoles qui n'ont pas nécessairement les qualifications. D'accord? Donc, il y a à faire ça. D'accord? Donc, moi, je dis que renforcer le tissu associatif par non seulement des finances, mais aussi par des apports techniques. Monter des budgets et faire des bilans. Ouais, ça va nous aider. Ça va nous aider et ça va aider
toutes ces familles, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les gens qui poussent des chariots et qui pensent la vie chère, ce ne sont pas ces gens. Ils n'ont pas cette possibilité de pousser des chariots. Et quand, par exemple, il n'y a pas de transport et que ça tombe le jour de la distribution de paniers, ces gens ne peuvent pas venir dans les associations chercher de quoi se nourrir pendant 15 jours. Eh bien, pensez-y. OK. Donc, je me réveille ce matin. Ouais. Et j'ai envie de monter une association. Voilà. Je vais à la préfecture demain, ou bien même la journée même, et je monte une association. Je n'ai très exactement aucune compétence, pour rien du tout, mais je monte une association. Et je décide que c'est une association dont la vocation, c'est d'aider les SDF. Je décide ça tout seul, et personne ne peut m'empêcher de le faire. Puis après, je vais demander de l'argent, on me donne de l'argent et tout ça. Vous ne pensez pas que c'est dangereux? Que finalement, le rôle important tenu par les associations en Martinique révèle la pénurie, l'insuffisance des pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics peuvent être remplacés par les associations? Eh bien, mais c'est ça le véritable problème. On est d'accord que c'est parce que les pouvoirs publics ne font pas le travail que beaucoup d'associations prennent ce relais. Et ça, je pense qu'il faut aussi en avoir conscience. Et vous avez raison, M. Larouchi, de mettre le doigt sur ces difficultés et sur ces fragilités. C'est parce que les structures, je prends le cas, on avait des structures de santé de proximité, d'accord, comme les centres de vaccination, etc. Et ces centres de vaccination, petit à petit, ont été fermés. Pourquoi? Parce que la politique de santé, qui ne dépend pas simplement de nos élus, mais dépend de ce qu'on peut appeler de l'État français, nous subissons le contre-coup. Et les collectivités locales, les mairies, n'ont pas beaucoup pour intervenir. Et c'est ça la grande difficulté. C'est pourquoi le rôle des élus qui sont au Sénat ou encore à l'Assemblée nationale, c'est aussi de porter un certain nombre de problématiques qui sont le fait on va dire, qui reflètent la spécificité de nos territoires. Quand on se balade au centre de Fort-de-France, on est surpris, on a de la peine quelque part pour les commerçants. Ouais. Je veux dire que lorsqu'on va, par exemple, au marché, ou bien à Leclerc, ou je ne sais pas quoi, de voir la foule qu'il y a dans ces boutiques, puis on arrive à Fort-de-France, on regarde les boutiques, on voit pratiquement personne. Oui. Donc c'est vrai que les gens désertent le centre-ville. Tout à fait. Est-ce que vous avez une solution pour ça? Alors, la question du désert et des centres-bourgs et des centres-villes, ce n'est pas une question propre à la Martinique. D'accord? Vous avez des villes de la même population que celle de Fort-de-France qui souffrent de cette désaffection on va dire, des Foyalais et des gens qui pourraient venir. Pour pouvoir, je dirais, trouver une solution, d'abord, ce qui fait la spécificité d'une ville, c'est sa rareté. C'est-à-dire que pour que les gens puissent venir sur Fort-de-France, il faut que vous puissiez leur offrir des choses qu'on ne trouve pas dans les grands centres commerciaux. Donc, c'est la rareté. Donc, il faudrait rechercher la rareté. La rareté, c'est un artisanat de qualité, par exemple. D'accord? Quelque chose que vous n'allez pas trouver dans les grandes surfaces. D'accord? Et ça a commencé petit à petit. On voit des petites boutiques vraiment où il y a vraiment beaucoup de créativité. Donc, il y a ça. Il y a aussi, on va dire, des espèces de managers de la ville. C'est-à-dire des gens, des employés de la mairie, des cadres, qui sont affectés, n'est-ce pas, à, on va dire, aux relations
avec les commerçants. Combien de commerçants sur la ville me disent qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un de la mairie? Sauf si ils mettent 2 chaises sur le trottoir. À ce moment-là, on va leur dire, est-ce que effectivement vous payez ce pas de porte-là, d'accord? Ok, cette occupation du domaine public. Mais il faut véritablement un service qui serait à l'écoute des commerçants et de leurs attentes. Et la première chose, c'est la mobilité. S'il n'y a pas de transport ou de façon occasionnelle, ça pose problème. Et je prends un exemple. Il y a le bus numéro 8, justement, de votre quartier, Renéville. Eh bien, ce bus-là, alors, on l'a pas vu depuis des mois, d'accord? Trenel est resté sans bus pendant plusieurs semaines, voilà, d'accord? Donc, il y a vraiment la mobilité. Pour qu'il y ait une attractivité du centre-ville, il faut la mobilité. Une ville sans transport, c'est pas une ville. Donc, il faut régler ça. Parce que c'est une compétence partagée. CACEM, mairie, CTM. Et ça, c'est nous qui l'a. C'est nous qui pourrons résoudre. Fort-de-France, ce n'est pas seulement la mobilité, c'est aussi le parking. Je veux dire que lorsque vous avez acheté vos produits, Oui. récemment, il y a quelques jours, j'ai pris une dame en stop, là, et elle portait un cabas. Quand j'ai pris le poids du truc, je me suis dit, comment elle peut faire? Elle devait s'arrêter tous les 10 mètres, tellement c'était lourd. Oui. Bon. Donc, ce n'est pas seulement une question de transport public. Est-ce que vous avez réglé, comment vous allez régler le problème du parking à Fort-de-France? Est-ce qu'il est réglé? Alors, on a créé beaucoup de parkings sur Fort-de-France, d'accord? Sur Fort-de-France et à l'extérieur de Fort-de-France. La question du parking, on va dire que c'est un problème qui est déjà en lui-même réglé. Pourquoi? Parce que plus vous mettez de parking, c'est plus vous aurez des voitures de l'extérieur qui feront des voitures ventouses et qui empêchent aux chalands de venir. Donc, la question, c'est pas la question... Qu'est-ce qu'un parking? Qu'est-ce qu'une voiture ventouse? Oui, c'est une voiture qui reste sur place. La personne dépose sa voiture, par exemple, à 7 heures du matin, par exemple. Et puis, si elle doit aller, par exemple, dans un des quartiers périphériques, elle laisse la voiture là, d'accord? Alors, ça s'est réglé en partie avec le TCSP, par exemple. Vous avez des gens qui garent leur voiture près à Carrère et qui prennent le TCSP. Mais comme le TCSP, on n'est jamais sûr, résultat du compte, on arrive à des solutions qui sont toujours ponctuelles et non, on va dire, durables. D'accord? Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question de parking, c'est une question de mobilité, transport intérieur à la ville. Il y a des petites voitures qui transportent les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Bon, il faut, on va dire, faire que ce soit la rotation soit beaucoup plus importante pour conduire la personne au bus. Mais encore faut-il que le bus soit là. D'accord? Et c'est ça sur Fort-de-France. Le vieillissement de la population pose la question de la mobilité, de la question des trottoirs. Il n'y a pas de trottoir digne de son nom. Au Terre-Saint-Ville, vous avez des trottoirs qui sont en dénivelé tout le temps. Quand j'amenais ma mère au médecin au Terre-Saint-Ville, eh ben, on était en train de marcher sur la chaussée. Parce qu'elle ne pouvait pas monter, descendre comme ça, c'était pas possible. Donc, il y a question des trottoirs, une mise à niveau des trottoirs. Parce que notre population est vieillissante, mais aussi, nous pouvons avoir des ennuis de santé, par exemple, se casser une jambe, et tout de suite, on se retrouve sur des béquilles. Un accident de moto, eh bien, pareil aussi. Donc, je me fais renverser ou encore je tombe, mauvaise chute. Bon, j'ai une entorse, eh bien, je me retrouve sur des béquilles aussi. Donc, ce ne sont pas simplement les personnes âgées. Vous avez une voiture? Oui. Vous habitez Balata, vous avez une voiture.
Si vous voulez aller vous prendre un bain aux Trois-Îlets, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre voiture ou... Non, si j'ai un bain à prendre aux Trois-Îlets, je prends la vedette. Ah bon, D'accord. Et si vous préférez la mer plus tourmentée du Diamant, qu'est-ce que vous faites? J'aime pas les mers tourmentées. moi, je vais plutôt à l'Anse-Figuier, je vais nager régulièrement à l'Anse-Figuier, donc voilà. Très le bien. Diamant, moins, d'accord. Donc, Mais l'Anse-Figuier avec votre voiture. c'est aussi la Martinique profonde. Voilà. Vous y allez avec pourquoi votre nous- voiture? Oui, parce que c'est tôt le matin et mon club, de 7h30, voilà. Donc, ceci explique cela. Donc, ça me permet de faire mon marché et après mon marché, je vais nager. D'accord. Et vous prenez combien de temps Fort-de-France, Lens-Figuier? 20 minutes, 25 minutes. 25 minutes. Oui, grand maximum, sauf quand il pleut, il y a... 25 Mais sinon, le matin, le samedi matin, il n'y a pas beaucoup de circulation dans le sens de Fort-de-France. Est-ce que vous avez vécu en France? Oui, j'ai fait mes études en France, oui, tout à fait. Je suis restée 7 ans en France. 7 ans. Voilà. D'accord. Lorsqu'un Français vous dit « j'ai passé mes vacances à la plage Ouais. », donc il pense à, mettons, la Côte d'Azur, est-ce qu'il est, selon vous, à plus de 25 minutes de la plage, ou bien, même s'il est à 30 minutes de la plage, il dit « j'ai passé mes vacances à la plage ». J'ai pas compris la question. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Non, je ne veux rien vous faire dire, je vais simplement reposer la question pour que vous puissiez bien la comprendre, Ouais. parce que je me suis sûrement mal exprimé. Vous êtes donc à Antony, Ouais. avec un étudiant qui est de vos copains, et puis il vous dit j'ai passé mes vacances à la plage. Oui. D'accord. Est-ce que ça veut dire obligatoirement qu'il était à moins de 25 km de la plage? Non, ça c'est clair. Bon, quand vous allez à Deauville, par exemple, il faut compter quand même plus d'1 heure de train. Et quand vous y êtes, pour aller à la plage, quand même, il vous faut marcher pendant 15 à 20 minutes. D'accord? Donc, voilà. Ça, c'est Donc, clair. un individu qui se trouve à Fort-de-France Ouais. peut dire je vais passer mes vacances à la plage, mais habiter à Fort-de-France. Parce que finalement, ça ne lui fera que 25 minutes pour arriver à la plage. Donc il habite Fort-de-France, mais il va à la plage tous les jours, 25 Oui, minutes. et tout à fait. Pourquoi vous ne faites pas de Fort-de-France une ville balnéaire? On n'interdit pas ça, oui, On oui, n'interdit pas ça. oui. Au contraire, ce que vous dites là, il y a eu un projet CASEM, sur un projet touristique. Et dans ce projet touristique datant de 2017, eh bien, on proposait justement de faire de Chelcher et de Fort-de-France des communes balnéaires. D'accord? Et c'est l'occasion de dire que on a beaucoup de projets, mais moi, je m'inscris et l'entente s'inscrit dans cette idée, passons du projet aux actes. C'est ça. Faisons jusqu'au bout et on verra s'il y a un obstacle, eh bien, on va le surmonter. Parce qu'il y a beaucoup de cadres qui ont travaillé. Et ce projet, il y a tout dedans, les attendus, ce que ça va coûter, etc. Et quand on regarde, 2017, il n'y a qu'un tiers de ce qui a été proposé, qui a été mis en œuvre. Eh bien, on ne va pas refaire une autre étude, nous. On va tenir compte de ça et on va prendre les cadres, on va leur dire, bon, voilà ce qu'on veut là, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 2 ans là. Voilà, c'est ça. Il faut être pragmatique aujourd'hui. Est-ce que vous faites la différence entre un projet et un plan? Alors, dans le plan, vous avez tout ce qui est méthode, tout ce qui est dans le plan, vous devez avoir la méthode, les finances, alors que le projet, vous avez d'abord une vision. Et vous voulez, la vision, c'est la finalité, et qu'est-ce que vous voulez faire avec quel partenaire. Le plan, c'est déjà l'exécution. Si je peux être plus précis, c'est ça. Je dis
un plan, ça s'exécute, on met en œuvre. Le projet, c'est on met les idées en cohérence et on regarde la finalité. La finalité, c'est avoir plus d'activités sur Fort-de-France, eh bien on y va. Et si je vous disais que le plan doit être finalement la poursuite, le continuum de la vision. Vous avez une vision, vous faites un plan pour mettre cette vision en pratique. Oui, tout à fait. C'est bien ça. Est-ce que vous avez un plan pour Fort-de-France? Pas une vision, un plan. C'est-à-dire quelque chose de bien calibré dans le temps, dans l'espace, dans le coût, un plan de développement. Alors, le plan de développement de Fort-de-France, je l'ai déjà dit, c'est agir pour faire le possible dans 6 ans. Je m'inscris dans 6 ans. Donc, ce n'est pas un catalogue. Ce que je dis, c'est qu'il y a des priorités. Il y a des attentes, il y a des invariants. Les invariants, ce sont les besoins, c'est le quotidien des Foyalais. Le quotidien des Foyalais, j'ai fixé 4 priorités. La sécurité, l'assainissement, l'éducation, d'accord, ainsi que le développement économique, ce qu'on appelle l'attractivité, développer les activités de la ville. Voilà. Donc, le catalogue, on connaît, tout le monde fait des catalogues, c'est bien fait, d'accord, et il y en a 50 comme ça, 50 propositions. Non, il y a 4 priorités et on va décliner sur les 4 priorités. Voilà. La base de notre société, c'est la famille. Ouais. Et la famille, il y a des parents qui bénéficient de l'autorité parentale. C'est eux qui décident pour leurs enfants. Comment vous allez faire municipalité, ville de Fort-de-France, pour vous introduire dans l'éducation des enfants? Alors, je dirais la chose suivante. La municipalité a en charge les écoles primaires et maternelles. Ça veut dire quoi, concrètement? Concrètement, c'est la municipalité qui organise la plage méridienne et la garderie. Autrement dit, plus d'un tiers du temps que l'enfant passe à l'école. Pour cela, vous avez des personnels qu'on a délégués aux associations. Parce que c'est ça, parce que ces personnels qui travaillaient sur la plage méridienne et à la garderie étaient des agents municipaux. Et donc, on a externalisé aux associations, d'accord? Et ces personnels manquent de moyens et manquent souvent de formation vis-à-vis d'enfants à besoins particuliers. Parce qu'on a quand même des besoins particuliers, des enfants à besoins particuliers et des familles en difficulté par rapport à ces besoins particuliers qui ne sont pas tout de suite prise en charge. Parce que, soit que la famille est dans le déni, mais non, c'est parce qu'il cirait. C'est pas parce qu'il a... Ça, c'est cirait. Mais tant cirait, eh bien, il qu'arrive au collège là comme ça. D'accord? Alors que si on avait posé un diagnostic, l'enfant aurait été plus perméable aux différents apprentissages. Donc, la mairie, elle a ce rôle-là. Donc, il faut qu'elle forme, qu'elle donne les moyens aux associations qu'elle a choisies, parce que c'est elle qui a choisi ce mode de fonctionnement. Et il faut absolument que ce soit performant. Et donc, c'est en ce sens que la mairie peut aider les familles. Parce que c'est possible de prendre des enfants, d'accord, et surtout dans la plage, on va dire 16h30, 18h. Et donc, c'est vrai que certains enseignants, de façon bénévole, viennent aider. Mais il faut formaliser ça. Ce n'est pas suffisamment formalisé. Si on sait, moi, l'éducation, c'est une priorité. C'est une priorité et l'éducation, c'est la crèche aussi. Il y a les crèches. Donc, les enfants qui sont en difficulté, déjà, sont à la crèche.
On a des bébés, par exemple, qui peuvent se trouver en stress post-traumatique, en dépression. D'accord, déjà. Pourquoi? Parce que la mère a subi beaucoup de traumatismes. Là, on doit pouvoir diagnostiquer et trouver une solution pour aider la mère. Donc, la question de l'aide à la parentalité, on l'aborde, mais jamais de façon systématique. Il faut le faire, parce que c'est nous, c'est notre jeunesse, et c'est personne qui fera à notre place. Si vous êtes mère, comment vous le ferez pratiquement? Si je suis mère... Excusez-moi. Oui? Excusez-moi. Quand vous serez mère? Merci. Comment vous ferez? D'accord. Quand je serai mère, voilà ce que je ferai. D'abord, mettre les bonnes personnes à la bonne place. Parce que vous avez des personnels qui ont des qualificatifs, qui ont des qualifications, et souvent, on ignore. Donc, il faut nécessairement mettre les personnels à la bonne place. Ceux qui sont en besoin de qualification, il faut leur donner la qualification. D'accord? Et travailler à moins de précarité. Parce que quand les gens sont précaires, j'appelle précaires des gens qui ont 10 heures, 15 heures par semaine, un temps partiel. Un temps partiel, ça conduit à la précarité et vous devez absolument vous occuper de ces personnels-là. D'accord? Donc, quand vous avez fait le point avec votre équipe et la deuxième équipe, c'est l'équipe des employés. Parce qu'on ne peut rien faire contre les employés. On est contraint de travailler ensemble si on veut le bien-être de cette ville. Ça veut dire l'équipe, le maire ne peut pas tout faire. Il faut que ces conseillers municipaux, ces adjoints en particulier, soient au travail. Et il faut travailler avec les équipes parce que on ne connaît pas tout. Si on a des cadres, c'est parce que ils ont des compétences qu'on n'a pas. Encore un peu d'humilité, ça ne fait pas de mal. Moi, je ne suis pas toute sachante, hein? Je préfère vous dire ça. D'accord? Mais par contre, je saurais m'entourer de gens de qualité, et il y en a, d'accord, pour faire le mieux. Et au mieux. Est-ce que vous emploierez des psychologues ou des pédopsychiatres, à la limite, dans les écoles de la ville? Oui, il faut ça. Il faut ça. Parce que de plus en plus, nous sommes confrontés à des difficultés d'ordre psychologique. Et à la peur d'aller voir un psychologue. Parce qu'on croit on va dire que tout ce qui est de la santé mentale a à voir avec la folie. Non. La santé mentale, c'est un équilibre précaire. Il ne faut pas croire que, tout le monde a toutes ses facultés tout de suite. J'ai des élèves qui ont fait des études brillantes et qui se sont retrouvés à faire un burn-out. Eh bien, ils ont été soutenus par leur famille. Et c'est ce qu'on attend. Et quand la famille ne peut pas, il faut que les pouvoirs publics, les municipalités puissent agir sur cette fragilité. Ça nous permettra d'avoir moins d'addictions parce que des difficultés qui ne sont pas prises en charge, eh bien, ça peut conduire à des addictions. Ça va s'ajouter à des addictions. C'est pas, l'addiction n'est qu'un symptôme. C'est ça. Il faut traiter le mal à la racine. Est-ce qu'il y a beaucoup de dents creuses à Fort-de-France, d'espace libre? Il y en a. Il faudra les recenser. Je ne les ai pas encore recensés. J'attends d'être maire pour le faire. Voilà. Et quand vous les aurez recensés, qu'est-ce que vous allez faire là? Ben, il faut créer de l'activité. C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que on est dans le cadre, aujourd'hui, quand on n'a pas beaucoup de moyens, il faut utiliser les moyens dont on dispose, à savoir la question de l'insertion. Il faut réellement la poser. Il faut formaliser, parce que c'est vrai que la mairie de Fort-de-France, à son actif, a fait un gros travail sur l'insertion.
D'accord? Donc, ça, il faut renforcer ça de façon à ce que ces gens qui travaillent dans l'insertion puissent après devenir, créer leur propre entreprise. Parce que j'ai l'exemple d'une amie de ma fille qui voulait ouvrir un salon culturel, un salon littéraire sur Fort-de-France. Les pas de porte sont trop chers, les loyers sont trop chers. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est employée dans un commerce aujourd'hui. Alors qu'elle a fait une école d'ingénieur, elle a fait un post-bac brillant, etc. Vous comprenez? Et ça, je crois que donner de l'espoir à nos jeunes et surtout ceux qui ont envie, parce qu'il y en a ceux qui ont envie. Ceux qui ont moins envie, il faut les soutenir pour créer le désir de vivre, parce que c'est ça. La famille, vous avez parlé de la famille, le but de la famille, c'est de fortifier ce désir de vivre et ce désir de grandir malgré les difficultés. Parce que la famille, c'est à la fois c'est un refuge, mais c'est le lieu où on apprend à gérer les contradictions et les conflits. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez dire et que je ne vous ai pas donné l'occasion de dire? Ce que je souhaite dire, c'est que le 15 et le 22 mars, vous faut y aller, citoyennes, citoyens. Vous aurez à faire un choix, non seulement de maire, mais d'une équipe municipale, mais aussi de ceux qui vont travailler à la CACEM, autrement dit des conseillers communautaires. Il faut choisir des gens disponibles. Des gens disponibles et une équipe disponible à faire le possible. Je m'inscris dans 6 ans, pas dans 20 ans. 6 ans, et je m'inscris à faire le possible sur les 4 priorités déjà. La sécurité, l'assainissement, l'éducation et l'attractivité, le développement économique. Ça, on peut le faire. On peut le faire. On peut faire que le quartier soit propre. Ça donne de la visibilité. Ça donne de la joie. Voilà. Le bien-être avec l'ensemble des communautés sur Fort-de-France, c'est notre richesse. Vous dites, vous l'avez dit à plusieurs reprises, on arrête là, mais vous avez dit, je m'inscris dans 6 ans. Oui. Ça veut dire que d'ores et déjà, vous dites que vous n'allez pas vous représenter une seconde fois. Ça veut dire que je m'inscris dans 6 ans. J'ai toujours dit que je suis d'accord pour la limitation d'un mandat. Je l'ai dit dès que j'ai commencé à militer. 2 mandats, ça suffit. Voilà. Le premier mandat, on voit, le deuxième, c'est tout. Voilà. Et donc, par conséquent, 12 ans pour faire ce qu'on a à faire. Après, d'autres prendront le relais. Donc, et je serai toujours là pour aider ceux qui veulent prendre le relais. Donc, vous inscrivez dans 12 ans, alors, pas dans 6 ans? Non, 6 ans. 6 ans, parce que moi, je m'inscris dans 6 ans, parce que je ne sais pas ce qu'il en sera après. Je peux mourir, hein, monsieur? Non, mais d'accord. Oui? Pourquoi vous dites ça? Non, je vous dis ça comme si vous avez déjà décidé de ne pas vous représenter après votre premier mandat. Oui, mais je ne peux que me projeter dans 6 ans. Et à ce moment, après 6 ans, on verra avec l'entente. Mais je donne mon principe. Mon principe, c'est qu'on ne doit pas faire plus de 2. Voilà. Madame Marie-Laurence Delors, merci de nous avoir honoré de votre visite. Merci, chers amis de KMT Martinique, Canal Martinique Télévision. Merci de nous avoir été fidèles. Merci Jean-Michel Césaire pour votre excellente réalisation. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Dites